Je suis Rafi Aladjian. On me connaît surtout comme le père du lapin Nabastag. Maintenant, lapin Nabastag, c'était une étape. Cette histoire-là est terminée et la vie continue. L'histoire de l'Internet des objets continue et c'est toujours un sujet de préoccupation pour moi. Alors justement, tu viens d'animer un stage là pour parler justement de l'Internet des objets. Qu'est-ce qui t'a amené à assister à Lift ici en Asie? D'abord, j'étais très content qu'on m'invite en Asie, donc ça ne se refuse pas. Et la deuxième chose, c'est que quand même, c'est en Asie que les choses se passent. C'est-à-dire que l'Internet des objets, ça concerne des objets, c'est généralement des produits ou de l'électronique, et c'est quelque chose qu'on trouve plus souvent en Asie, un peu partout en Asie, que chez nous en Europe. En Europe, quand on participe à des conférences et on parle d'appareils, en général, ça tombe dans les oreilles de sourds parce que personne ne fabrique plus d'appareils chez nous en Europe. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut prêcher ce genre de paroles. Justement, en parlant d'Europe, en parlant d'Occident et d'Orient, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu as un point de vue précis sur, on va dire, une avance ou un retard entre justement ces deux régions et l'usage de l'Internet des objets? Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez paradoxal et étrange et que je n'arrive par ailleurs pas à expliquer, c'est que j'ai trouvé plus de gens intéressés par l'Internet des objets ou qui parlent de l'Internet des objets comme sujet en Europe, plus qu'ailleurs, c'est-à-dire plus qu'aux États-Unis par exemple, ou plus qu'en Asie. Et il n'y a qu'à voir le nombre de conférences ou de sujets, de publications qu'il y a en Europe sur le sujet, et que par contre on ne fabrique pas d'objets industriels comme je l'ai dit en Europe. Mais chaque fois que j'en parle en Asie, il est beaucoup plus perçu comme quelque chose de concret, d'immédiat, au contraire de quelque chose qui n'est pas du tout conceptuel, mais de quelque chose qui est une préoccupation immédiate, conceptuelle, dépassionnée. Enfin, voilà, ce n'est plus la vision romantique qu'on peut avoir de l'Internet des objets comme une vision du futur, un peu quelque chose d'intellectuel qu'on a un peu en Europe, mais quelque chose vraiment down to earth, de pratique et de continuité. Alors, justement, est-ce que l'Asie aurait pas, pour revenir quand même sur l'histoire du petit lapin, elle aurait pas pu être une des pistes, une des solutions pour lui donner une seconde vie ou l'étendre cette vie? Je pense que le lapin, enfin juste pour préciser les choses sur le lapin, l'intérêt du lapin c'était juste de montrer ou de lancer l'Internet des objets, de montrer qu'il y a une vie après le PC, que ça peut prendre n'importe quelle forme et que tout devient possible. Mais l'Internet des objets, c'est pas l'Internet des lapins. C'est au contraire. Il y a à un moment donné un malentendu sur l'histoire du lapin. L'Internet des objets, c'est pas rajouter des nouveaux types d'objets, mais au contraire de transformer des objets, des produits existants, en les rendant communicants. C'est que lorsque l'électricité est apparue, les objets ont été électrifiés. On n'a pas inventé des objets électriques dont la propriété était d'être électrique. Un objet communicant, c'est un objet ordinaire, n'importe lequel. Donc là, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est faire le contraire du lapin, c'est de ne plus faire des choses spectaculaires, mais des choses résolument très banales. C'est pour ça que je parle de pèse-personne et des choses qui sont volontairement pas glamour du tout, pas rigolotes, très banales et sans poésie. C'est le contre-pied exact de l'histoire de lapin. Je pense qu'il faut délapiniser maintenant. Alors, dernière question, sans jouer les devins, avec la bonne expérience, la grande expérience que tu as justement dans le domaine, l'Internet des objets, concrètement, dans 6 mois, dans une année, dans 2 ans, et là, mondialement, ça sera quoi? Je pense que il faut bien 2-3 ans pour que ça arrive. Mais je pense qu'on s'en rendra même pas compte, en fait. Je pense que le futur n'existe pas. Voilà, on a toujours la vision et chaque fois qu'on parle de futur, c'est cette déformation qui est que on est là aujourd'hui et d'un seul coup, dans 10 ans, on sera à ce point-là. Et chaque fois qu'on fait cet exercice, d'abord on se trompe. En fait, c'est une succession de petites décisions et du jour au lendemain, on se rend compte qu'on a été petit à petit habitué à certaines choses. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec l'Internet, c'est ce qui s'est passé avec les téléphones portables. Si il y a 15 ans, on avait dit aux gens, tout le monde va avoir un téléphone
portables, les gens considéraient que les téléphones portables c'était pour les médecins et les gens qui faisaient du gardiennage pour pouvoir être joints en permanence, et personne n'aurait fait ce pari-là. Et petit à petit, cette inoculation progressive des habitudes est extrêmement importante. Donc je ne fais pas ce genre de pronostic. Je pense qu'il va y avoir des petits sauts non spectaculaires qui vont banaliser les choses. Donc c'est ça le problème. C'est quand on fait de la projection dans le futur, on sait des choses et en fait c'est de la banalisation qu'on cherche. Donc l'Internet des objets, ça sera rien. Ça sera rien de spectaculaire, ça sera juste la vie autrement. Merci beaucoup.